Le réseau de tunnels du Hamas sous la bande de Gaza est un obstacle redoutable pour toute force d'attaque. Mais cette ville souterraine moderne est le résultat de milliers d'années d'innovation, par des dizaines de civilisations. Les réseaux de tunnels ont aidé les nations et les organisations dans la guerre, la survie, et plus encore pour s'adapter à un monde en changement. Il n'est pas étonnant que le fait de se cacher sous terre soit devenu une métaphore, non pas pour la disparition, mais précisément le contraire, pour continuer à persévérer et à préserver face à l'adversité. Et comme vous le verrez, les racines du mot sabotage ne viennent pas non plus de n'importe où. Il y a 4000 ans, les Assyriens désignaient les tunnels qu'ils construisaient sous les fortifications ennemies pour les faire s'effondrer comme des mines. Dans cette vidéo, nous allons vous ramener aux origines lointaines des civilisations humaines, des religions, des batailles et des événements pionniers du génie civil, puis revenir aux forteresses souterraines modernes observées au Moyen-Orient. L'histoire fascinante du tunnelage est sûre de vous apprendre quelque chose de nouveau. Attachez vos ceintures, nous allons sous terre. Avant de nous plonger dans les premières tentatives organisées de nos ancêtres pour créer des espaces souterrains à toutes sortes de fins, il vaut la peine de nous demander ce qui les a amenés là en premier lieu. Imaginez ce que cela a dû être pour certains de nos premiers ancêtres de descendre dans des grottes et des systèmes de grottes. Peut-être de s'y perdre ou d'y descendre avec des torches, et après un voyage souterrain, de ressortir à la lumière du jour ou sous le ciel étoilé de la nuit. Pour nous, cela peut sembler claustrophobe, voire dangereux et isolant, mais la plupart des preuves de nos origines les plus lointaines proviennent en fait de grottes et de systèmes de grottes. Bien qu'il soit impossible de dire dans les 300 000 années environ de notre histoire en tant qu'espèce, quand exactement les humains ont opté pour les grottes pour se protéger, ou de pratiquer la musique, la danse, la peinture et d'autres pratiques rituelles, une chose est sûre, nous avons été des créatures vivant dans des grottes pendant une très longue période. Au fil des années, nous continuons à trouver des exemples de plus en plus anciens de peintures rupestres préhistoriques partout dans le monde. Les peintures rupestres en Namibie, Australie, Roumanie, France, Russie, Indonésie, Espagne, Bornéo et des dizaines d'autres endroits datant de 25 000 à 64 000 ans démontrent l'incroyable inclination de nos ancêtres pour la représentation artistique du monde dans lequel ils vivaient et avec lequel ils interagissaient. Nous ne pouvons pas dire avec certitude si cette activité à grande échelle était en quelque sorte coordonnée ou si elle faisait partie d'une culture plus vaste, mais nous pouvons toujours être étonnés par la complexité et la finesse de ces pratiques et par la clarté avec laquelle, très tôt dans l'évolution de notre espèce, une importance significative était déjà accordée à la conscience artistique et aux espaces sacrés. Mais alors que la descente dans les grottes et la création de superbes fresques et sculptures peuvent de constituer une grande étape dans l'évolution de notre espèce et nous aider à voir le chemin que nous avons emprunté vers les œuvres et la vie souterraine, il reste un assez grand écart entre le fait de résider dans des grottes et de s'engager dans une pratique artistique là-bas, et le fait de créer réellement des espaces souterrains pour une variété de différents objectifs. L'un des plus grands bons évolutifs, et toujours l'un des plus inexplicables pour les historiens de notre espèce, a été le début de l'architecture et de la construction monumentale ou mégalithique à partir de l'époque paléolithique. Pensez simplement aux conditions nécessaires pour commencer à entreprendre d'immenses œuvres comme Stonehenge, les pyramides de Gizeh ou le Sphinx par exemple. Il faut une langue commune et donc une culture. Et il faut un certain ordre à travers lequel un grand nombre d'humains peuvent coordonner leurs activités. Ce qui est stupéfiant pour certains historiens, c'est que certaines œuvres d'architecture mégalithique semblent précéder l'agriculture. En 1994, un archéologue allemand travaillant à 6 miles d'Urfa, une ancienne ville du sud-est de la Turquie, a découvert ce qui est maintenant considéré par de nombreux experts comme le plus ancien temple encore debout, rempli de sculptures d'animaux, de gravures et de dizaines d'autres artefacts qui éclairent ces constructeurs de mégalithes préhistoriques. Le site est appelé Göbekli Tepe en turc, ce qui signifie colline du ventre potelé, et il se trouve en plein milieu du berceau de la civilisation ou du croissant fertile, une région qui s'étend du golfe Persique au Liban, Israël, Jordanie, Palestine et Égypte actuelle, qui avait le climat doux et les terres arables nécessaires pour que les humains fassent les premières tentatives réussies d'agriculture. Göbekli Tepe se situe sur une colline de 15,24 mètres de haut et couvre 9 hectares. Son infrastructure principale se compose d'une quinzaine de piliers, dont certains pèsent jusqu'à 1 tonne. Ces derniers auraient été coupés ailleurs et hissés sur la colline, une entreprise massive pour le moins. Ce qui est le plus impressionnant,
c'est qu'après avoir cartographié le terrain et examiné la colline, les archéologues ont réalisé que leur fouille d'un acre représentait environ 5% du total du site à fouiller. Mais ce n'était pas seulement qu'ils avaient à peine effleuré la surface, ils ont réalisé que toute la colline était, en toute probabilité, construite artificiellement. D'autres preuves ont rendu les choses encore plus étranges. Il est devenu évident que ces personnes aient été vraiment des chasseurs-cueilleurs après avoir examiné des centaines de milliers de fragments d'os du site. Et il n'y avait pas de foyer de cuisson, de maisons identifiables ou de fosses à ordures. Il était donc également clair que personne n'avait vécu en permanence à Göbekli Tepe. Juste avant que l'agriculture ne commence à moins de 100 miles de là, les chasseurs-cueilleurs se sont unis sur le site, en période d'abondance, pour construire un énorme complexe rituel dont la majeure partie est souterraine. Aujourd'hui, il y a encore 16 autres anneaux de mégalithes qui sont enterrés sur le site de 22 acres, datés d'environ 9500 à 9000 avant Jésus-Christ, soit 6000 ans plus anciens que Stonehenge, et précédant également la poterie, le métal, l'écriture et la roue. Tout comme avec nos ancêtres habitants des grottes, les aperçus du passé que nous obtenons de Göbekli Tepe sont aussi révélateurs qu'ils sont obscurs, et aussi impressionnants qu'ils sont mystifiants. S'il y a une chose que nous pouvons dire avec certitude, c'est ceci. Avant que l'agriculture et les civilisations dans le sens où nous les comprenons actuellement ne démarrent, nos ancêtres avaient de sérieuses raisons de se terrer, et ces raisons n'étaient clairement pas orientées vers la survie, puisque ce qu'ils ont pris le temps de faire avec l'équipement qu'ils avaient n'a jamais été reproduit. La pratique rituelle, l'extraction de pierres et la construction de grands monuments partiellement souterrains sont à la base de tout ce qui vient après. Nous allons maintenant aborder certains des premiers exemples de construction et d'architecture souterraine du monde ancien, allant de l'âge du bronze ancien à l'époque classique. Il y a un site de grand monticule de terre en Irlande, appelé Comté de Meath. Bien qu'il soit à 6000 ans de Göbekli Tepe, il est toujours plus ancien que Stonehenge et les pyramides de Gizeh, car sa date de construction est estimée à environ 3200 avant Jésus-Christ, soit plus de 5000 ans. Le site a clairement une vocation rituelle et a été interprété comme un ancien vestige de la culture druidique, de la religion et des processus d'initiation et de guérison qui ont prospéré à travers les îles britanniques et ce qui est maintenant la France pendant des milliers d'années. Les druides n'étaient pas très préoccupés par la renaissance spirituelle et ils soulignaient l'importance de retourner dans le ventre de la terre-mère pour que cela se produise, et il s'avère que les tumulus du comté de Meath n'ont pas été érigés au hasard, pas du tout. Dans chaque tumulus, un puits menant au ciel au-dessus est orienté vers le lever du soleil du solstice d'hiver, qui remplit la chambre de lumière à l'aube. Les initiés resteraient probablement dans l'obscurité pendant de longues périodes avant de renaître à la lumière, le but ultime des techniques d'initiation druidique. Ce qui est là qui est remarquable, c'est la compréhension astronomique et scientifique des techniques exposées à Comith, ainsi que la sophistication de la construction réelle. Quelle que soit l'utilisation qui a pu être faite du site, il révèle au moins une intention frappante et inébranlable des premiers peuples indigènes irlandais de combiner les travaux de terrassement et l'astronomie dans le but de développer l'expérience humaine d'être sus terre audens luterus ad fins spiritualis, socialis ou peut-être liés à la santé. Maintenant, si les premiers Irlandais étaient préoccupés par la Renaissance et la vie, pour les premiers Égyptiens, la chose la plus importante de toutes était l'immortalité de l'âme après la mort corporelle. Ou pour le dire simplement, l'au-delà. Si les Égyptiens n'ont pas carrément inventé la pratique de l'inhumation des morts, ils étaient certainement parmi les plus dévoués et les plus sérieux à ce sujet. L'Égypte était célèbre dans tout le monde antique pour ses tombeaux magnifiques et impressionnants construits dans le but d'assurer aux rois et autres « very important persons » de la société égyptienne un passage sûr à travers le monde souterrain. La première pyramide a été construite en 2780 avant Jésus-Christ et conçue par l'architecte du roi d'Ozer, Imhotep. Cela a suivi plus de 1000 ans d'enterrement soigneux en utilisant des monticules en forme de banc appelés mastabas, et en effet, le premier design de pyramide d'Imhotep impliquait un empilement soigneux de 6 mastabas, de plus en plus petits à chaque niveau, l'un sur l'autre, pour faire une pyramide qui monte par étapes. Bien que cela en soi ait été une percée majeure dans l'histoire de l'architecture monumentale égyptienne, ce n'était qu'un petit pas en termes de ce qui allait venir. En 1279 avant Jésus-Christ, les Égyptiens ont construit le tombeau de Séti Ptah à Abydos, la première pyramide à être entièrement décorée et embellie,
à l'intérieur comme à l'extérieur. On ne peut qu'imaginer à quel point l'au-delà était important dans la société égyptienne, pour que tant de temps, de ressources et de minutie artistique soient appliqués à une telle échelle. Mais les Égyptiens n'étaient pas les seules sociétés néolithiques, à l'âge du bronze précoce, à avoir une préoccupation pour la mort. Sur l'île de Malte, dans la mer Méditerranée, il existe une structure souterraine d'origine préhistorique. Elle a été découverte en 1902 par des ouvriers de la construction dans la ville de Paola, qui creusaient des caves et des fondations pour de nouveaux bâtiments. Ce qu'ils ont trouvé était un complexe de 32 chambres, contenant les restes d'un nombre incroyable de personnes, 6 000 à 7 000 selon les estimations actuelles. Ils y ont été enterrés avec des cadeaux de rave en obsidienne et outils en silex, des bijoux composés de perles et de pendentifs en pierre, et des figurines en argile et en pierre de personnes obèses et d'animaux. C'est appelé l'hypogée de Halsaflieni, et on pense qu'il a été construit en 2500 avant Jésus-Christ. Alors que certains pensent qu'il a commencé comme un refuge, les milliers d'ossements humains trouvés à l'intérieur de ces salles énigmatiques indiquent qu'il s'agissait d'un complexe funéraire de quelque sorte. Mais il était probablement quelque chose d'un peu plus significatif que cela. Les îles maltaises sont célèbres pour leurs immenses temples de pierre préhistoriques, avec environ 20 complexes de temples dispersés partout, et la plupart d'entre eux ont 2 ou 3 énormes structures mégalithiques individuelles. Grâce à la datation au radiocarbone, nous savons qu'ils ont été construits entre 3500 et 2500 avant Jésus-Christ. Mais ce qui est plus frappant que tout, c'est la similitude entre ces temples et l'hypogée en termes d'architecture, de sculpture, de gravure, de teintures rouges utilisées et les figurines récurrentes d'animaux et de figures féminines obèses. Cela a conduit de nombreux archéologues à conclure que la Malte préhistorique était caractérisée par un culte de la fertilité assez fanatique. Mais ce que cela indique, c'est qu'en toute probabilité, l'hypogée était une nécropole, un lieu pour rendre hommage aux morts, effectuer des rituels de mort et d'au-delà, et peut-être même des sacrifices et des offrandes. Mais il y a d'autres caractéristiques de l'hypogée qui laissent peu penser qu'il était bien plus qu'un simple lieu d'inhumation. Un trou sculpté dans le mur existe dans l'une des chambres du complexe, en profondeur. On l'appelle la salle de l'oracle, et lorsque les gens parlent dans le trou du mur, la voix est transformée en un écho qui résonne dans tout l'hypogée. Il y a quelques petites chambres à travers les 3 niveaux du complexe qui rassemblent clairement ces échos, et si vous écoutez les échos de différentes parties de l'hypogée, vous réalisez que ces échos sont transformés en quelque chose qui ressemble beaucoup à un battement de cœur. Et tout comme à le comté de Meath, certains puits du complexe ont un alignement assez inhabituel avec le soleil équinoxial. C'est difficile à écarter comme un accident. Dans un lieu rempli d'énormes sculptures en pierre qui rivalisent avec celles de Stonehenge par leur énormité, avec des plafonds si minutieusement sculptés de spirales et de teintures rouges, que l'on croit avoir été importés de Sicile à l'époque. Plus de 1000 ans plus tard, en 1200 avant Jésus-Christ. Les archéologues pensent que la construction a commencé à Chavin, de Huantar, au Pérou, un ancien site de pèlerinage qui s'étend sur 12,1 mètres carrés. Il se compose de terrasses, de places, de structures en pierre couvertes et d'une place enfoncée. Mais ce n'est pas tout. 3 couches de tunnels souterrains, de puits de ventilation, de chambres et de galeries bordées de pierres se trouvent sous le site, remplis d'obélisques et de statues sculptées, présentant également une construction de maçonnerie assez complexe et techniquement avancée. En termes de ce seul réseau souterrain, Chavin de Huantar est inégalé parmi les sites archéologiques souterrains d'Amérique du Sud. De nombreuses caractéristiques du site le relient à des significations cérémonielles et culturelles associées à l'ancienne religion andine. La datation au radiocarbone de différentes parties du site montre que la majeure partie de la construction a continué jusqu'en 750 avant Jésus-Christ, et qu'il a continué à fonctionner comme un site cérémoniel jusqu'en 500 avant Jésus-Christ, mais vers l'an 400, il semble que ses fonctions religieuses avaient déjà complètement cessé. Il est remarquablement difficile de reconstituer les événements historiques qui sous-tendent des constructions comme Comith, l'hypogée de Malte et Chauvin de Huantar au Pérou, non seulement à cause de l'ancienneté de ces sites, mais aussi à cause du peu de littérature sur le sujet de cette période disponible pour nous permettre de faire des recoupements. Un autre problème rencontré encore et encore par l'archéologie moderne est le travail bâclé effectué par les premiers archéologues, qui ont souvent fouillé des artefacts sans se soucier de la documentation de l'agencement spécifique du site, comme les positions des figurines, obélisques, statues et autres pièces de matériel culturellement spécifiques, qui pourraient nous donner des indices sur les fonctions et les significations qui ont été intégrées dans ces sites. Il se trouve cependant que nous en savons beaucoup plus
sur grâce aux civilisations mésopotamiennes. Il y a un site ancien près de l'actuel Mossoul en Irak, dont le nom ancien était Kalou ou Nimroud. La première implantation connue à cet endroit remonte à 6000 avant Jésus-Christ, mais nos meilleures informations à son sujet remontent au 8e et 9e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'elle était la capitale de l'Empire assyrien. Tout comme les sites dont nous avons discuté, le réseau de temples et de palais existants à Nimrud, rempli de reliefs sculptés et de statues à coups de portail, a offert une mine de indices sur la religion et la mythologie assyrienne, leurs guerres et dates historiques, l'art et l'architecture, que nous pouvons enfin comparer avec notre image de la Syrie, telle qu'elle est présentée dans les textes classiques et bibliques. L'un des points d'intérêt archéologique les plus célèbres de Nimrud est le palais du Nord-Ouest. Il a été construit sous le roi assyrien Asarnashrappal II, qui a régné de 883 à 859 avant Jésus-Christ. Ses murs sont bordés de massifs reliefs en pierre basse, des gravures sur pierre qui produisent une iconographie en 3 dimensions. Ces dernières représentent le roi, ainsi que des images protectrices divines, des scènes mythologiques, des chasses royales et des réalisations, ainsi que les guerres menées par les Assyriens. Certaines des inscriptions et décorations indiquent même comment les temples ont été réellement construits. L'une des inscriptions montre la découverte d'un gypse local qui avait les propriétés nécessaires pour être utilisé pour la sculpture en relief, et est donc devenu connu sous le nom de marbre de Mossoul. Mais les Babyloniens et les Assyriens n'utilisaient pas seulement le sous-sol à des fins rituelles et cérémoniales. Alors que l'architecture monumentale de ces premières civilisations nous impressionne par son échelle, sa complexité et son avancement artistique, elle nous offre également certains des premiers exemples de génie civil dans le monde antique. À Nimrud, nous avons la première utilisation connue de tuyaux en argile et d'égouttes voûtées en briques cuites, c'est-à-dire en argile cuite. Ces sources d'eau étaient reliées aux maisons privées par des canaux de dérivation vers les égouts principaux. Sous les bâtiments de Nimrud, les archéologues ont trouvé des tuyaux de drainage voûtés menant au système d'égouts souterrains. À Bagdad, une ancienne ville babylonienne, les archéologues ont également trouvé un canal souterrain fait de briques, un immense fossé de drainage inscrit avec le nom de Nebuchadnezzar, un roi guerrier qui a été le premier à se rendre dans la région, a régné sur l'empire néo-babylonien de 605 à 562 avant Jésus-Christ et était connu comme le plus grand leader militaire de son époque. Les tunnels et canaux ont été ajoutés au système au fil du temps par des rois célèbres dont les noms étaient inscrits sur de nouvelles éditions. En inaugurant les systèmes d'aqueducs alimentés par les rivières, l'empire néo-assyrien, s'étendant approximativement de 912 à 612 avant Jésus-Christ, a fait des vagues de choc à travers le monde antique. Les néo-assyriens ont clairement pris quelques indices des peuples de Perse qui, pendant longtemps, se sont engagés dans et ont perfectionné un système d'approvisionnement en eau souterrain appelé le Qanat. Le Qanat était différent de son successeur, l'aqueduc, en ce qu'il n'utilisait pas d'eau de surface comme les lacs, les rivières ou les sources pour alimenter le système. Au lieu de cela, les canaux souterrains transporteraient l'eau de puits souterrains profonds et d'aquifères à la surface. Il n'était pas seulement utile comme moyen de fournir de l'irrigation et une réserve d'eau potable, il était fondamental. Sans cette innovation, aucune vie n'aurait pu être soutenue dans les parties arides et inhospitalières de l'Iran actuel où la technologie a décollé. Les Perses avaient littéralement une classe professionnelle de tunneliers, appelée les moukanis, qui étaient extraordinairement accomplis dans leur domaine. Ils identifiaient d'abord ce qu'on appelle un cône de déjection, un dépôt de sédiments, de gravier, de minéraux et de sable qui leur indiquait la présence d'eau souterraine en dessous. Ensuite, ils creusaient un puits de mer pour atteindre la nappe phréatique. Habituellement, le puits mer descendait à environ 96,8 mètres de profondeur, mais le puits le plus profond enregistré descend à une profondeur vertigineuse de 300 mètres. Une fois en bas, les moukanis vérifiaient, pour s'assurer que l'aquifère avait assez d'eau pour répondre à leurs besoins, puis ils se mettaient immédiatement au travail. Ils traçaient un parcours pour le Qanat du puits, mer à la surface, en tenant compte de la pente de leur descente, afin que le débit d'eau reste constant et ne remue pas les sédiments ou n'érode pas les tunnels. Lors du processus de construction, des puits de ventilation ont été creusés pour guider les fouilles, mais aussi pour permettre aux travailleurs de respirer. Le plus ancien Qanat existant a plus de 3000 ans et mesure environ 60 et d'une longueur d'environ 44 miles. Ce serait un euphémisme de dire que la technologie du Qanat a résisté à l'épreuve du temps. Jusqu'au Moyen Âge, des Qanats ont été construits et utilisés. De 831 à 1072 après Jésus-Christ, lorsque la Sicile était sous domination arabe et que Palerme était la capitale de l'émirat de Sicile, des moukanis ont été amenés pour équiper la ville de l'innovation pas si récente. Le vent chaud venant du Sahara, le sirocco, a toujours provoqué des conditions poussiéreuses et sèches sur l'île,
Et donc avoir une alimentation en eau fiable, ainsi que se protéger de la chaleur, étaient toujours des besoins importants à satisfaire pour les personnes y vivant. Le succès a été écrasant et a fait de l'occupation arabe de Palerme l'une des plus dominations transformatrices que l'île ait subies, transformant la capitale en un paysage florissant avec un magnifique réseau de jardins luxuriants entourant la ville, alimenté par les eaux des montagnes. Le khanat le plus célèbre existant aujourd'hui est certainement le khanat Fir'aoun, qui signifie en arabe « canal du pharaon » ou le cours d'eau du pharaon. Ironiquement, cela ne semble pas avoir eu grand-chose à voir avec les Égyptiens. Ce sont plutôt les Romains qui l'ont construit, entre 90 et 210 après Jésus-Christ, adoptant l'ancienne technologie iranienne de leur empire en constante expansion. Sa capitale, Gadara, comptait 50 000 habitants et c'était à bien des égards un centre culturel clé de la région à l'époque. Abritant de nombreux savants, écrivains, artistes, philosophes et poètes, les fouilles totalisent 105 miles de canaux souterrains, ce qui en fait de loin la structure la plus longue de l'Antiquité et un exploit d'hydro-ingénierie époustouflant. Lorsqu'elle a été achevée, Gadara a été complètement bouleversée. Soudainement, dans une ville habituée à de sérieuses privations d'eau, il y avait des milliers de fontaines, d'abreuvoirs et de bains thermaux. Les sénateurs romains se rafraîchissaient dans des piscines privées et décoraient leurs jardins avec des grottes rafraîchissantes. Selon certaines estimations, l'approvisionnement et la consommation d'eau résultant étaient de plus de 499,8 litres par habitant. Gardez à l'esprit qu'une baignoire typique peut contenir de 151,4 à 264,9 litres d'eau, mais la technologie Qanat avait commencé à influencer d'autres cultures urbaines bien avant que les Romains ne l'utilisent de manière aussi extravagante à Gadara. Jérusalem, une ville qui remonte au moins au 3e millénaire avant notre ère et entre dans les sources historiques au 2e millénaire, était une ville de choix, car elle était naturellement fortifiée par la profonde vallée de Kidron, à l'est, la vallée de Haggai à l'ouest, et les basses terres entre ces deux au sud. Seul le nord était sans protection et vulnérable aux attaques, comme il est dit dans les passages bibliques, et du nord viendra le mal. Encore plus compliqué pour les peuples vivant à Jérusalem était, vous l'avez deviné, l'approvisionnement en eau. Israël essaie depuis au moins l'âge du bronze enregistré comme une terre aride, et les peuples qui s'y soutenaient étaient toujours attentifs à leur source d'eau la plus proche. Maintenant, la seule source d'eau permanente de l'ancienne Jérusalem s'appelait la source de Gihon. Son nom, Gihon, vient de l'hébreu Jiha, signifiant éruption, et fait référence au fait que la source ne coulait pas régulièrement, mais sortait par des éruptions aléatoires, avec des périodes de stagnation entre les deux. Maintenant, comme la source de Gihon coulait, et coule toujours, du sol au pied de la colline de Jérusalem dans le lit du ruisseau Kidron, le problème de l'accès à l'eau en temps de guerre ou de siège devient un véritable problème pour les habitants de Jérusalem, qui étaient regroupés au sommet de la colline, naturellement fortifiée. Bien sûr, le mur de la ville a été construit au milieu de la pente, où il pouvait le mieux repousser les envahisseurs, donc en temps de paix, les habitants pouvaient descendre jusqu'à la source pour obtenir leurs réserves d'eau. Mais en temps de guerre, l'unique source d'eau de la ville était catastrophiquement localisée hors de la ville. Avec tous les mythes et fables des textes classiques et anciens, il est assez difficile pour nous de comprendre qui aurait réalisé des innovations pour résoudre le problème d'approvisionnement en eau de Jérusalem, ou même combien de fois différentes cela aurait pu se produire. Après tout, Jérusalem a été conquise plus de 40 fois, avec plus de 100 batailles menées pour le contrôle de cette ville au cours de son histoire. Mais il y a des coïncidences qui méritent bien notre attention. Au XIXe siècle, un chercheur britannique nommé Charles Warren a découvert un puits sous Jérusalem, un tunnel diagonal taillé dans le socle le long d'une fissure naturelle. À son extrémité se trouvait un puits horizontal profond, au bout duquel, Warren supposait, des cruches d'eau pouvaient être descendues jusqu'à la source de Gihon en dessous. Il a proposé qu'il ait été construit autour de 1800 avant Jésus-Christ et abandonné à un moment donné, au 8e siècle avant Jésus-Christ, lorsque le tunnel d'Ézéchias de 1800 pieds a été creusé pour transporter l'eau de la source à un endroit protégé sur le côté ouest de la ville. Le puits a été nommé le puits Warrant, en l'honneur de l'homme qui l'a redécouvert. Et il éclaire une tentative précoce des habitants de Jérusalem de rendre leur ville sûre contre les invasions de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a cependant un problème tragique. Dans l'histoire biblique de la capture de Jérusalem par le roi David, qui a eu lieu au Xe siècle avant Jésus-Christ, on nous dit que la bataille a été gagnée de manière décisive grâce à une tactique reposant sur quelque chose appelé le tsinor. La signification complète du mot n'est pas exactement claire, mais les experts l'ont traduit par un tunnel d'égout et un conduit d'eau.
Si le tunnel de Warren est vraiment le Tsinor biblique, alors c'est à la fois le puits construit par les habitants de Jérusalem pour sécuriser l'approvisionnement en eau pour le siège en 1800 avant Jésus-Christ, et le tunnel même avec lequel Jérusalem a finalement été assiégée par les hommes du roi, David 800 ans plus tard. Un siège si facile après l'infiltration rusée que certaines sources le qualifient de sans effusion de sang. Bien que ce soit terriblement ironique, nous ne pouvons pas rejeter les habitants de Jérusalem à l'âge du bronze et du fer comme incompétents ou peu sophistiqués. Il a fallu une capacité d'ingénierie exceptionnelle pour amener de l'eau externe des sources et des ruissellements dans la ville. Et l'aqueduc de l'âge du fer de la ville et les conceptions de style Kanat sont parmi les plus impressionnantes et compliquées du monde ancien. En fait, le tunnel qui amenait l'eau de la source de Gihon dans la ville aboutissait à une grande piscine protégée par une immense forteresse. Il existe également des preuves archéologiques d'un système de tuyauterie conçu pour évacuer les égouts de la ville dans la vallée du Kidron, gardant la partie nord-est de la ville propre et irriguée. La massivité de certaines tuyauteries renforce la crédibilité des récits bibliques. Certains des canaux d'irrigation font plus d'un demi-mètre de large et environ 2 mètres de haut, avec des plafonds voûtés et des maçonneries en pierre travaillée. S'il y a quelque chose à retenir de ces anciennes histoires, c'est que le souterrain peut fonctionner tout aussi bien à votre avantage qu'à votre désavantage. Allons maintenant en Cappadoce, une région de la Turquie moderne qui a émerveillé les archéologues depuis la naissance de la discipline. Il y a environ 200 villes souterraines taillées dans les paysages de roches volcaniques de Cappadoce, ce qui en fait l'une des régions les plus étranges et fascinantes du monde pour étudier les anciennes connexions entre le souterrain et la culture humaine. Certains supposent que les villes souterraines, chacune avec un réseau élaboré de tunnels, et certaines même reliées entre elles, ont été créées comme refuges en temps de guerre et d'invasion. D'autres supposent que ces structures servaient à stocker nourriture et eau, renforçant l'idée qu'elles étaient probablement utilisées comme cachettes. Mais même si elles étaient recréées uniquement à cette fin, l'échelle réelle des travaux souterrains rend absolument clair que les peuples qui habitaient ce paysage n'étaient en aucun cas étrangers au souterrain, au creusement de tunnels et à la construction d'environnements souterrains adaptés pour des populations entières. Derinkuyu est peut-être la plus célèbre des villes souterraines de Cappadoce en raison de son immensité pure et de son design méticuleux. Son intérieur compte un impressionnant 18 étages et, dans son ensemble, Derinkuyu est, selon tous les critères, une métropole autonome dotée de puits d'aération, de puits, de cuisine, de salles de classe, de presses à huile, de bains publics, d'une cave à vin et d'un espace de vie pouvant accueillir jusqu'à 20 000 personnes. De plus, en cas de menace d'attaque, chaque niveau de la ville souterraine pouvait être scellé derrière une paire de portes monolithiques en pierre. Les historiens datent la construction de Derinkuyu à environ 800 avant Jésus-Christ et pensent que les Hittites ou les Phrygiens étaient parmi ses premiers constructeurs. Plus tard, des preuves d'occupation et d'expansion par de nombreux autres groupes, y compris les chrétiens de l'époque byzantine, nous parviennent sous la forme de nombreuses fresques et chapelles. Étonnamment, Derinkuyu était totalement inconnu jusqu'aux années 1960, lorsqu'un homme turc local, rénovant le sous-sol de sa maison, a percé l'un de ses murs et a découvert l'immense complexe insondable. Contrairement à Derinkuyu, certaines villes souterraines ne restent pas perdues et sont réutilisées et réaffectées à chaque époque. L'un de ces exemples, en Italie, est la ville creusée profondément dans l'éperon rocheux volcanique sur lequel se trouve Orvieto. Elle a commencé avec la grande civilisation étrusque ancienne, après qui la mer Tyrrhénienne est nommée, qui était très bien connue dans l'Antiquité comme une grande puissance commerciale et un peuple richement doté de ressources minérales. Ils ont existé de environ 900 avant Jésus-Christ à 28 avant Jésus-Christ, lorsque Rome les a conquis et assimilés. L'une de leurs colonies les plus importantes était la ville de Velsna, qui, comme Orvieto, était probablement située sur la falaise volcanique, comme position idéale pour résister au siège. Et comme Jérusalem, les anciens Étrusques manquèrent d'une source d'eau en haut de leur colline. La plus proche se trouvait en bas dans les plaines sous la falaise. Alors, tout comme les anciens Perses et les habitants de Jérusalem, les Étrusques ont fait la seule chose qui leur était disponible. Ils ont creusé un puits dans le perchoir volcanique, construisant des chambres et des citernes dans la montagne pour collecter et canaliser l'eau de pluie, un projet de construction souterrain qui se poursuivrait pendant les 2500 prochaines années pour finalement comprendre 1200 tunnels, grottes et galeries interconnectées. Bien qu'elle ait été utilisée aussi récemment que pendant la Seconde Guerre mondiale par les habitants comme abri anti-bombe,
la ville souterraine porte encore les traces de son passé ancien. Même aujourd'hui, on peut trouver dans le complexe incroyablement complexe des sanctuaires étrusques et des presses à olives médiévales, ainsi que de la poterie grecque, des pièces de monnaie, des bijoux, des ornements et des décorations de bâtiments. Lors des fouilles archéologiques, une inscription a été trouvée dans l'un des sanctuaires. Il était écrit « Le lieu céleste ». C'était une découverte énorme pour les experts de la civilisation étrusque, car le légendaire Fanum Valtumne, ou sanctuaire étrusque de Vertumna, était bien connu comme le site le plus important et le sanctuaire fédéral de l'ancienne Ligue des 12 villes étrusques. Chaque année, ce lieu emblématique était le lieu de rencontre des rois de chaque ville, lors d'un grand festival et rassemblement. Au fur et à mesure des fouilles, d'autres temples ont été découverts, indiquant que le complexe sous l'ancienne Velsna était bien l'emplacement du Fanum Valtumne, ou sanctuaire de Valtumna, comme traduit du latin. Valtumna était une divinité des enfers et le dieu suprême du panthéon étrusque, et surtout, Fanum peut être traduit plus précisément par lieu sacré que par sanctuaire. Car pour les anciens Étrusques, et dans la plupart des références à leur centre cultuel, religieux et politique dans la littérature classique, tout indique que le Fanum Valtumne était bien plus qu'un simple temple. Nous arrivons ici à la confusion entre les innovations technologiques basées sur les besoins et les étranges architectures politiques et sociales du monde ancien, une question bien connue des archéologues, mais qui pour nous, modernes, peut sembler stupéfiante et désespérément déroutante. Un autre exemple ancien est Pétra, une ville du sud de la Jordanie qui était une ancienne ville caravanière. D'après les preuves recueillies, elle a été habitée depuis la préhistoire et a atteint son apogée en termes de population et de réalisation architecturale il y a environ 2000 ans, vers 200 après Jésus-Christ, lorsque les anciens Nébédéens ont taillé à la main les collines de grès environnantes pour en faire un complexe de tombes, de temples et de salles de banquet, avec des tunnels creusés dans les falaises de grès. La ville aurait pu abriter environ 20 000 personnes pendant cette période. Et à en juger par son apparence, elle a parfois été largement abandonnée au 7e siècle de notre ère actuelle. L'un des bâtiments les plus impressionnants est appelé l'Al-Kasneh, ou le Trésor. Il a une façade ornementale qui s'étend sur 130 pieds le long d'une paroi rocheuse. Pétra et sa courfait est restée inconnue et non découverte des Européens jusqu'au 1800, et aujourd'hui, avec des fouilles toujours en cours, certains estiment que la grande majorité de ces ruines peuvent encore se cacher sous terre. Alors que l'âge classique décollait sous l'influence des empires grecs puis romains, le génie civil souterrain a continué à progresser à pas de géant. Ce qui est fascinant chez nos ancêtres anciens, ce n'est pas seulement la dévotion avec laquelle ils se sont mis au travail, mais la longévité de la construction à laquelle ils étaient engagés. Comme d'innombrables historiens l'ont décrit, l'obsolescence programmée était un concept totalement inexistant dans le monde ancien. Quand les choses étaient bâties et construites, elles étaient faites pour durer. Hérodote, bien connu comme le père de l'histoire en tant que discipline universitaire, est l'une de nos meilleures sources sur les réalisations des anciens. Il a décrit le célèbre labyrinthe souterrain de l'Égypte, qui à ce jour reste non récupéré. Il a également fait l'éloge des œuvres du peuple grec de Samos, écrivant en 440 avant Jésus-Christ que l'une de leurs plus grandes œuvres était un tunnel sous une colline de 150 brasses de haut, traversant entièrement la base de la colline, avec une ouverture à chaque extrémité. La longueur du tunnel qu'il décrit est de plus de 40 600 pieds de long, avec une largeur et une hauteur de 8 pieds par 8 pieds. Le long du tunnel se trouve une autre tranchée, 30 pieds d'eau de profondeur et 3 pieds de largeur, à travers laquelle l'eau était acheminée depuis une source abondante en profondeur sous terre et directement dans la ville de Samos, qui à l'époque de son écrit comptait une population de 300 000 personnes. L'architecte de la création était Eupolinus, et c'est donc connu aujourd'hui sous le nom de tunnel d'Eupalinos, l'aqueduc eupalinien, ou plus généralement l'aqueduc de Samos, bien que sa conception rende son influence plus probablement issue de la technologie de Kanat que de toute autre chose. Selon Hérodote, la ville n'avait pas de source d'eau accessible lorsque la ville fortifiée était mise sous siège par les ennemis, une histoire avec laquelle vous êtes probablement maintenant familiarisé. Et pour cette raison, Hérodote affirme que le travail hydraulique le plus célèbre de la Grèce antique a été construit. Admirée et renommée dans l'Antiquité, la construction semble avoir commencé en 530 avant Jésus-Christ et a duré 10 ans. Elle a été réalisée par 2 groupes de travail qui sont entrés dans la montagne de côté opposé
et ont percé la montagne l'un vers l'autre, visant le canal juste au cœur de celle-ci. Une équipe de travail a rencontré un sol instable et a dû faire une déviation de plus de 656 pieds de la ligne droite à travers laquelle les deux groupes n'étaient pas censés se connecter l'un à l'autre. Contrairement aux Perses, les Grecs dans cette situation n'avaient pas les moyens de creuser des puits de ventilation verticaux pour guider leurs efforts de tunnelisation. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les groupes de travail ont réussi à se rencontrer au centre du canal, avec une déviation ou une erreur standard de seulement 23 pouces après avoir juste fouillé les 24 720 pieds cubes de la montagne. Un exploit époustouflant. Il semble que le tunnel, la première construction souterraine du genre à utiliser une approche basée sur la géométrie, a été utilisé pendant un millénaire après cela, tombant en désuétude au 7e siècle, et ce n'est qu'en 1856 que cette structure a été découverte lorsque Victor Guérin, un intellectuel français, explorateur et archéologue amateur, est parti à sa recherche, se basant uniquement sur le texte écrit par Hérodote 2300 ans avant lui. Au même siècle que l'exploit historique des Samiens, les Romains ont entrepris leur propre construction souterraine monumentale. Elle est devenue connue sous le nom de Cloaca Maxima, le grand égout de l'ancienne Rome. Aujourd'hui, c'est le système de tunnels souterrains urbains à grande échelle le plus connu de l'Antiquité. Et il fonctionne toujours aujourd'hui comme il a été conçu. Même après 2500 ans d'utilisation, sa construction semble s'être étendue de 600 à 500 avant Jésus-Christ sous 2 rois étrusques de Rome. Comme vous le savez maintenant, les Étrusques, loin d'être des débutants dans les aventures souterraines, avaient en fait déjà creusé un vaste intérieur sous Velsna. Et nous sommes encore à 600 ans de leur dissolution finale sous les conquêtes de l'Empire romain courroucé. En effet, la construction de la Cloaca Maxima est antérieure à la fois à l'Empire romain et à la République romaine. Tous les exploits de Rome n'ont pas été réalisés par les Romains auxquels nous avons tendance à penser. Avec une longueur approximative de 1742 pieds et une section transversale typique de 9 pieds sur 12, la Cloaca Maxima est décrite par de nombreux experts comme la première application de l'arc à Rome. Son but était de transporter les eaux de crue hors de la ville après de terribles tempêtes, et également pour des fins de récupération de terre, le plus souvent dans le drainage des marais pour entreprendre de nouvelles constructions sur un terrain stable. C'était aussi le début de la méthode de tunnelisation en tranchée, couverte dans les environnements urbains, une technique dans laquelle les constructeurs creusaient une tranchée dans le sol, puis construisaient un tunnel voûté par-dessus pour couvrir la tranchée, restaurant ainsi le sol de surface à son état d'origine. La combinaison de la construction en tranchée couverte et en arche voûtée, inaugurée avec la Cloaca Maxima, est devenue le format de base au XIXe siècle pour l'adoption moderne des aqueducs et des structures semblables à des canats, ainsi que des innovations telles que les tunnels de train et les métros montrants. À quel point notre monde moderne et nos privilèges doivent aux percées historiques de nos ancêtres classiques. La Cloaca Maxima a été instantanément reconnue comme une grande œuvre publique. Mais plus important encore, elle a posé les fondations de Rome en tant que centre urbain, capable de résister au cours de l'histoire à la croissance de la population et à la densification urbaine. Elle est devenue la colonne vertébrale et le système squelettique de l'ancienne Rome, déterminant la croissance et l'efflorescence de la Rome urbaine, lui donnant une empreinte spécifique en définissant sa forme et ses limites, ainsi que les murs et les portes plus évidents entourant la ville. Elle a également établi les principales voies de circulation et permis la culture des plaines entre les collines et le fleuve Tibre. Mais la construction des cloacas n'était pas une mince affaire et serait citée pendant des siècles par les grands écrivains et hommes d'État romains. Brutus, le fondateur de la République romaine, qui a participé à l'expulsion de la maison royale en 509 avant Jésus-Christ et à l'apogée de la période des patriarches, n'avait pas les mots les plus gentils sur les sacrifices impliqués dans le processus de construction. Dans un discours adressé au peuple de Rome et cherchant à se distancer de la structure politique tout juste renversée, il a dit « Il vous a contraints, comme des esclaves, à mener une vie misérable, à tailler la pierre, à couper du bois, à porter d'énormes charges et à passer votre vie sous terre. » Plus de 500 ans plus tard, en 77 après Jésus-Christ. Pline l'Ancien a écrit sur les nombreux ouvriers du projet Cloaca qui se sont suicidés pour éviter le travail ardu. Et pourtant, Pline n'était pas totalement opposé au résultat, disant aussi en éloge de la structure « Le sol est secoué par des tremblements de terre ». Mais malgré tout, pendant 700 ans depuis l'époque de Tarquinius Priscus, les canaux sont restés pratiquement imprenables. Les historiens d'aujourd'hui sont toujours d'accord avec ce verdict.
certains allant jusqu'à dire qu'aucun travail public jamais réalisé à Rome ne surpasse en utilité les égouts de Tarquin, car ils ont rendu tout l'avenir possible. Si les Cloacies sont, comme on les a appelées, un monument de tyrannie, elles sont aussi un monument de l'art de gouverner. Nous pouvons apprécier aujourd'hui, simplement en réfléchissant sur l'œuvre, la quantité de sacrifices qui ont été nécessaires, et pas seulement de la part de l'énorme bassin de travailleurs effectuant le travail éreintant. Les personnes vivant à côté du site ont également dû faire des sacrifices, car elles étaient exposées à la poussière, à la saleté, et très probablement à un environnement assourdissant pendant la majeure partie de leur vie. Et pourtant, comme avec Pline et les historiens modernes, nous devons apprécier l'effet de l'œuvre et la révolution qu'elle représente pour les villes à une telle échelle que Rome dans le monde antique. Par exemple, à Pompéi, une ville contemporaine de l'ancienne Rome, les habitants plaçaient simplement des pierres de guet aux intersections des rues pour éviter de marcher dans les eaux usées lorsqu'ils traversèrent les rues. Et tout comme en Europe à l'époque médiévale, la plupart des gens se débarrassaient de leurs excréments en les jetant simplement dans les rues avec le reste des eaux usées, où ils seraient, espérons-le, évacués dans des canaux, des tuyaux de drainage et des fossés. Ça ne devait pas sentir la lavande et les roses. Pendant ce temps, les Romains avaient de la cloaca, et pas seulement pour les tempêtes et le drainage, et pour prévenir les inondations. En fait, ils utilisaient de plus en plus la cloaca pour évacuer les déchets humains et animaux, multipliant ainsi les usages du système d'égout innovant. Mais avant de trop nous émerveiller de la réalisation des Romains, rappelons-nous que les anciens ingénieurs de la Cloaca Maxima n'avaient pas pris en compte cette réaffectation, et qu'ils n'avaient pas non plus construit un système capable de retenir les gaz d'égout. En effet, la population romaine était constamment exposée à cette évaporation nocive en raison de l'absence de dispositifs de coupure qui aujourd'hui, et heureusement, ornent nos systèmes d'égout. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont décidé de tenter à nouveau quelque chose de grand. Cette fois, ils ne voulaient pas changer l'expérience de la ville elle-même et élargir ses possibilités en termes de loisirs et de transport. Alors, ils ont appliqué la technique du creusement et du recouvrement en combinaison avec des passages souterrains voûtés à nouveau et ont inventé quelque chose appelé le cryptoportique. Essentiellement, le cryptoportique fonctionnait comme un système de passage couvert et connecté avec des couloirs voûtés, permettant aux citoyens de se déplacer dans la ville chaude dans un environnement plus frais et ombragé. Le cryptoportique était présent dans de nombreuses villes de l'Empire romain. Dans les villes syriennes, il se déplaçait parallèlement aux rues, placé juste sous le pavé, tandis qu'en France, au Portugal et en Turquie, il bordait plus fréquemment les plateformes et les terrasses, reliant les principaux bâtiments et fonctionnant comme des déambulatoires avec des fenêtres découpées dans les parties supérieures, des voûtes d'un côté pour l'éclairage. Aujourd'hui, les tunnels du cryptoportique sont toujours utilisés comme autoroutes pour véhicules et voies de passage pour piétons. Et, comme nous le découvrirons au fil de l'histoire, les premiers tunnels de chemin de fer et les métros étaient un peu plus qu'un cryptoportique avec des rails posés à l'intérieur. Les Romains ont continué à expérimenter avec l'architecture souterraine et aérienne, créant certains des espaces les plus fascinants du monde antique, nous fournissant parfois plus de mystères que de réponses à nos questions. La basilique di San Clemente a été construite à Rome en l'an 99 de notre ère commune, en l'honneur du pape Saint Clément. Elle n'apparaît pas particulièrement extravagante de l'extérieur, bien qu'elle porte sur sa façade non ornée le reflet multistratifié de l'histoire religieuse tumultueuse de Rome, tandis que l'intérieur a été somptueusement décoré au XIIe siècle et contient l'une des plus grandes collections de fresques médiévales à Rome aujourd'hui. Il y a plus à la basilique de Saint-Clément que ce que l'on voit, ou devrions-nous dire le sol. Sous la basilique se trouve une église inférieure, peut-être aussi une basilique, qui date du IVe siècle et semble avoir été construite sur l'ancienne résidence d'une noble romaine. Si cela témoigne de la construction littérale des villes dans le temps, cela attire également notre attention sur les espaces ésotériques possibles de la vie romaine, où les cultes menèrent leurs cérémonies à l'abri des projecteurs. En fait, l'ancienne résidence de la noble sous la basilique inférieure, apparemment détruite lors du grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ, semble très clairement avoir été remise en usage par les membres du culte de Mitra, qui ont transformé l'espace en un mitreum en créant des plafonds voûtés décorés d'étoiles qui évoquent le ciel nocturne. Une niche pour la statue de Mitra est une représentation de Louis XXI, le Tauriau, une icône clé du mitraïsme. Revenons un instant en arrière et clarifions ce que tout cela signifie. Mitra était une divinité solaire perse dont le culte mitraïque, s'est répandu dans tout le monde antique. Et les Romains, avant le christianisme, et tout comme les Grecs qui ont également commercé et voyagé loin et large, ont bénéficié d'une fusion extraordinaire de courants et de cultures.
L'une de ces sous-cultures vibrantes étaient les cultes mitraïques, qui se rassemblèrent sous terre, dans les mitraillas, pour effectuer leurs cérémonies, rites et rituels cultuels. Le mitraïsme a eu une telle influence sur la culture romaine et les mouvements religieux au 1er siècle après Christ que certaines sources anciennes prétendent même que l'un des dirigeants romains les plus cruels sur le record, Néron, a même été initié à son ascension. En 1912, des archéologues effectuaient des fouilles dans les célèbres thermes romains de Caracalla lorsqu'ils ont découvert le plus grand mitréum qui ait encore été trouvé. Comme tous les mitraillas, il est souterrain, couvrant une impressionnante superficie de 2475 mètres carrés. La plupart des œuvres d'art de la salle ont été détruites par le passage du temps. Seules quelques sculptures en relief et inscriptions sont conservées. Le vestige le plus intrigant, qui nous offre une vue surprenante sur les pratiques et les initiations des cultes de Mitraea de l'époque romaine, est un puits profond, appelé Fossa Sanguinis, dans lequel on croit que les initiés étaient descendus pour être baptisés par le sang d'un taureau abattu. Si cela vous fait voir le mitraïsme comme une sorte de mouvement fanatique classique, vous auriez tort à bien des égards, car la religion chrétienne, que les Romains ont officiellement adoptée, avec l'édit de Constantin en 1313, partageait de nombreux aspects avec le dieu Mitra, dont l'anniversaire était célébré par les Romains, le 25 décembre. Le mitraïsme accordait également une grande importance à l'idée de la vie après la mort, à la résurrection, ainsi qu'au jugement dernier, un schéma conceptuel que le christianisme et les adorateurs perses originaux de Mithras ont très probablement pris du jugement devant Osiris, un procès qui attendait tout le monde dans la salle des deux vérités du monde souterrain. Mais alors que les adorateurs de Mithra ont rapidement réutilisé les chambres souterraines de la vieille noble femme, ce travail de réutilisation ne s'est pas toujours fait aussi rapidement. Parfois, des siècles se sont écoulés avant que les espaces ne soient à nouveau utilisés pour un nouvel usage. C'est le cas de la ville souterraine près de Naours, dans le nord de la France, qui comprend 2 miles de tunnels et 300 pièces faites par l'homme, toutes situées à 100 pieds sous un plateau boisé. Elle a commencé au IIIe siècle après Jésus-Christ comme partie d'une carrière romaine et a été beaucoup plus tard agrandie au Moyen-Âge par les habitants qui l'utilisaient pas comme cachette pendant les nombreuses guerres et invasions de l'époque. Mais si ces habitants ont trouvé une simple carrière, ils ne l'ont certainement pas laissé ainsi. À l'intérieur, il y a de la place pour jusqu'à 3000 habitants et le système est rempli de chapelles, de puits, de boulangeries et même d'écuries. Elles ont ensuite été scellées pendant des décennies avant d'être rouvertes au XIXe siècle comme attractions touristiques et elles sont devenues à nouveau populaires au XXe siècle lorsque les soldats se rendant à la bataille de la Somme se sont arrêtés pour les visiter. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent voir plus de 2000 œuvres de graffiti laissées par les soldats alliés. Comme vous pouvez probablement le voir maintenant, il y a une variation presque infinie dans le travail, la réaffectation et la vie culturelle des œuvres souterraines. Voici un autre exemple. À Istanbul, il existe une installation de stockage d'eau souterraine appelée la citerne basilique, ou palais submergé en turc, qui existe pour des raisons assez étranges. C'est la seule structure restante d'un important réseau de bâtiments de la fin de l'Antiquité à Constantinople, c'est-à-dire Istanbul. À partir du 5e siècle, il tire son nom de la basilique autrefois située au-dessus, qui a été construite au 4e ou au début du 5e siècle, après Jésus-Christ. Il avait une cour entourée de portiques et était relié à des bâtiments importants comme la bibliothèque de Constantinople et l'Octogone, où les affaires étaient jugées dans l'ancienne Constantinople. La basilique a brûlé en 476 et a été immédiatement reconstruite. Puis, lors de l'émeute de Nika, en 532, après Jésus-Christ à Constantinople, l'empereur romain Justinien a commandé sa reconstruction. Cette fois, ils ont ajouté une citerne sous le bâtiment lorsqu'ils l'ont refait, probablement entre 527 et 541 juste avant que la nouvelle basilique ne soit terminée. Maintenant, cette citerne n'était pas une citerne de taille moyenne. C'était une énorme citerne à ciel ouvert qui puisait dans les aqueducs voisins et sur laquelle on pouvait compter pour traverser les pénuries d'eau qui se produisaient fréquemment à Constantinople pendant les étés. La chambre souterraine mesure environ 453 pieds sur 213 pieds, avec une superficie de 105 000 pieds carrés, une superficie de 9 750 mètres carrés et une capacité de rétention d'eau ridicule de 28 millions de pieds cubes. Le toit voûté de la citerne est soutenu par 336 colonnes de marbre sculptées, chacune d'elles mesurant 30 pieds de haut et finement gravée. Selon les archives, Justinien a fait travailler 7000 esclaves sur la reconstruction de l'ancien bâtiment. Aujourd'hui, il n'y a que quelques pieds d'eau présents,
mais on pense qu'il fournissait de l'eau il y a longtemps aux premières de structures de la colline de Constantinople, notamment au Grand Palais de Constantinople. Finalement, l'existence de la citerne de la taille d'une cathédrale est tombée dans l'oubli, et seuls les habitants locaux de Constantinople qui y puisaient régulièrement de l'eau pouvaient vous y emmener. Elle est toutefois revenue sur le devant de la scène en 1565, lorsque le voyageur français Petrus Gillius en a parlé, décrivant comment il naviguait entre les puissantes colonnes et les poissons qu'il voyait nager dans l'eau autour de lui. Vous vous demandez sans doute quand a débuté le creusement de tunnels et l'ingénierie souterraine, utilisée à des fins de guerre et de siège de ville, mais il n'était pas si facile de fixer une date exacte. Nous savons par exemple sur la base de gravures assyriennes que des unités d'ingénierie opérant sous le règne de Sargon d'Akkad, un ancien roi assyrien qui a régné de 2334 à 2279 avant Jésus-Christ, utilisant des stratégies de creusement de tunnels pour saper les murs des villes ennemies. Ce qui nous indique que la pratique est en effet très ancienne. Tout le monde connaît l'ancienne ville de Troie par son nom depuis que son siège par les Grecs, en 1250 avant Jésus-Christ, a été immortalisé par Homère 2 siècles plus tard dans son épopée l'Iliade. L'incident le plus célèbre évoqué, et le facteur décisif pour gagner la bataille, a été le cheval de Troie, l'une des plus grandes et mythiques tromperies de l'histoire ancienne. Homère ne fait aucune mention des opérations de tunnelisation par les troupes assiégeantes, mais curieusement, les fouilles archéologiques sur le site, censé être l'ancienne ville de Troie, montrent de nombreux passages souterrains traversant sous les murs de la ville qui auraient pu être utilisés dans le cadre de l'assaut. Au moment où nous entrons dans l'âge classique et les conquêtes romaines, une multitude de preuves indiquent que les tunnels étaient un facteur majeur dans la guerre de siège en particulier. Les Romains ont rapidement maîtrisé la technique de creusement de tunnels sous les murs ennemis d'une ville pour forcer une brèche dans les fortifications, créant des espaces sous les murs construits de la forteresse, les soutenant avec du bois, puis mettant le bois en feu. Cela pourrait considérablement accélérer le processus d'un siège pour les Romains, qui avaient court l'habitude de bloquer une ville jusqu'à ce qu'une reddition puisse être forcée, avec les lignes de vie de l'ennemi qui s'épuisent. Le seul problème était qu'en maîtrisant la technique du creusement de tunnels, les Romains ont créé l'une des techniques les plus puissantes de contre-insurrection de l'histoire de la guerre, le contre-tunnel. Un exemple précoce que nous avons de cela vient de l'ancien historien romain Polybe, dont le récit du siège féroce de la ville grecque d'Ambrosia note que, dès que les Grecs ont remarqué les énormes monticules de terre à l'extérieur de la ville, leurs commandants se sont immédiatement mis au travail pour creuser une tranchée à l'intérieur de leur mur fortifié et parallèle à celui-ci. Ce que les Grecs ont fait ensuite est toujours utilisé, bien sûr d'une manière légèrement différente aujourd'hui. Ils ont placé des vases en faisant en airain très minces, en rangée au fond de la tranchée, aussi près que possible du mur. En utilisant ces morceaux de métal, ils écoutaient le bruit des fouilles qui résonnaient à travers la terre et étaient amplifiés par les vases. Ainsi, avec une grande sensibilité, ils ont pu approximativement trianguler la direction dans laquelle les Romains approchaient souterrainement, et ont calculé à la perfection comment frapper le tunnel de leur ennemi. C'est le premier exemple d'utilisation de l'acoustique pour détecter les tunnels ennemis, et pas le dernier. Et c'est aussi l'un des premiers exemples de guerre chimique, puisque les Grecs, une fois qu'ils ont creusé dans les tunnels romains, ont procédé à la combustion de plumes de poulet, bien connues à l'époque, pour produire de la fumée toxique, pour déloger les Romains de leurs propres tunnels et forcer le siège à revenir à la surface. Ce n'est pas non plus la dernière fois que les Romains ont été pris à leur propre jeu. Pendant la grande révolte juive de 66 à 70 après Jésus-Christ, le peuple juif assiégé et persécuté s'est réfugié dans plus de 450 systèmes de grottes en Terre Sainte, creusant dans les flancs des montagnes, pour se cacher et lancer des attaques de guérilla contre les legionnaires romains. Les Romains feraient marquer face à cela de nouveau dans leur combat sur le Rhin et les frontières Danube en Europe, contre les tribus germaniques qui creusaient des tranchées reliées par des tunnels, et de là, embusquaient les soldats romains sans méfiance. Mais ce n'est pas tout. Même en défense, les Romains ont dû faire face à certaines des tactiques les plus polyvalentes et rusées. Pendant le 256 après Jésus-Christ, les Perses, qui creusaient des tunnels, qui descendaient dans le sol à 39,6 mètres des murs de la ville, en utilisant de tous les endroits la nécropole souterraine de Dura comme point de départ, ont découvert un contre-tunnel romain. Ce que les Perses ont ensuite fait, c'est remplir le tunnel romain de goudron et de soufre et y mettre le feu pour asphyxier les soldats à l'intérieur. Les preuves archéologiques du site montrent des cristaux de bitume dans le tunnel, un pétrochimique naturel semblable au goudron qui aurait rendu le feu rapide et chaud. Cela aurait pu être une tactique si brutale que certains archéologues pensent que le soldat perse se trouvait à l'extrémité du tunnel, se tenant la gorge,
était celui qui a déclenché l'incendie et a dû faire face à l'effet de retour fatal de la guerre chimique. Mais les Romains n'étaient pas toujours du côté des perdants en matière de tunnelisation, loin de là. De nombreuses légendes racontent que certaines villes assiégées par les Romains se rendaient dès qu'elles remarquaient des tas de terre fraîchement creusés dans les environs. Telle était la peur que pouvait induire le tunnel de siège romain chez les ennemis. Des tactiques comme celle-ci, utilisées par les Assyriens et les Grecs, les Perses et les Romains, les peuples juifs et les tribus germaniques, n'ont jamais vraiment disparu. Des dizaines d'années plus tard, lors du siège français du château Gaillard, en 1203, un château construit par le roi anglais Richard Cœur de Lion, les soldats français tentant de saper les fortifications du château continuaient à frapper les solides murs défensifs astucieusement mis en place, bien en dessous du sol par le roi Richard. Mais tout a changé lorsqu'ils ont pénétré dans une chute de toilettes non gardée qui se vidait dans une chapelle à l'intérieur du château. Les soldats français ont escaladé la chute et les défenseurs du château Gaillard, pris par surprise, n'avaient aucune chance. Mais l'âge classique a cédé la place au Moyen-Âge. Les gens ont persévéré dans la construction de merveilles souterraines, non seulement pour des insurrections ou des sièges. Au XIVe siècle après J.P.K.C., la ville capitale de l'empire Vijayanagara, Hampi, était la deuxième plus peuplée du monde après Pékin. Et selon les récits laissés par les voyageurs persans et européens, elle était fortement fortifiée, prospère et riche. Pourtant, étrangement, ce centre florissant du monde oriental est sorti de la mémoire collective pendant 400 ans après son abandon. Ce n'est que dans les années 1980 que les archéologues ont découvert le vaste complexe de temples qu'ils avaient créé, y compris son temple le plus célèbre, le temple souterrain de Shiva, qui, bien qu'encore largement submergé et mystifiant, nous a tout de même offert de nombreuses gravures, sculptures et fresques pour analyse et son sanctuaire intérieur, comme une salle pleine de piliers massifs qui sont sculptés de manière exquise et atteignent jusqu'au toit. Pendant la première croisade, un ordre monastique connu sous le nom de chevaliers hospitaliers, dédié au traitement des malades et des blessés, a construit les salles des chevaliers à Acre, en Israël, une ville portuaire et une entrée vers la Terre Sainte. Un grand complexe faisant partie de la citadelle hospitalière a été astucieusement construit sous la prison du château d'Acre. Il se compose d'une salle à manger, de nombreuses salles interconnectées, d'un donjon et d'une ancienne église gothique. En 1187, lorsque l'armée musulmane conquérante a repris la Terre Sainte aux croisés, le site a été largement détruit, pour être ensuite reconstruit lors de la deuxième croisade. Aujourd'hui, seuls 249,67 mètres carrés de ce trésor archéologique de 3 étages ont été déterrés. Qui sait combien reste-t-il à découvrir? Au XIIe siècle après J.P.C., un roi dévot d'Éthiopie a ordonné la construction de 11 églises chrétiennes à Lalabela, dans le but de créer ce qui allait devenir la Nouvelle Jérusalem. Et lui aussi a décidé que le sous-sol ne serait pas le pire endroit pour commencer. Un exploit incroyable d'architecture et une masterclass technique, la Nouvelle Jérusalem a été façonnée de haut en bas, chacune de ces églises étant taillée dans la roche volcanique sous la surface de la terre, puis évidée. Cela donnait l'impression que les églises sortaient du sol. L'une d'entre elles, l'église de Saint-Georges, a été littéralement taillée dans une seule tranche monolithique de pierre, à l'intérieur d'une trente. Elle a ensuite été reliée au reste du complexe par un réseau de passages souterrains, de grottes cachées et de catacombes. La légende veut que Lalibela ait mis 24 ans à construire, mais les historiens pensent qu'elle a été achevée par phases sur plusieurs siècles. Aujourd'hui, le site est toujours sacré pour l'Église orthodoxe éthiopienne, et ses lieux de culte souterrains attirent jusqu'à 100 000 pèlerins chaque année. Un autre merveille souterraine surgissant des profondeurs, la mine de sel de Wieliczka en Pologne. Située en périphérie de la capitale moderne, Cracovie, c'est un énorme complexe souterrain de salles, de passages et de statues datant du XIIe siècle, tout comme la Libella. La différence, cependant, est qu'à l'origine, les mineurs sont descendus pour créer ce complexe à la recherche de sel gemme. Au fil des siècles, la mine s'est lentement transformée en un dédale de galeries et de tunnels qui s'étendent sur plus d'1 kilomètre sous la terre. En utilisant les dépôts naturels de cristaux de sel dans la mine, les ouvriers ont continué à construire des chapelles, des lustres, des statues et des bas-reliefs. Il y a même une réplique détaillée de la scène de Da Vinci là-bas. Tout cela lui a valu un nouveau surnom, la cathédrale de sel souterraine. Et comme la Libella, cette opération a duré plus de 700 ans
mettant finalement fin à son but initial de production de sel en 2007. Aujourd'hui, c'est toujours une attraction touristique populaire en Pologne, et c'est aussi le lieu d'un spa de santé qui vante les propriétés thérapeutiques du microclimat riche en sel de la mine. Qui sait, peut-être que c'était un environnement beaucoup plus sain que Rome pendant la construction du Cloacus. Quelques centaines d'années après Lalibela et la mine de sel de Velitska, tout au bout des montagnes andines, l'Empire Inca a construit la désormais célèbre ville montagneuse de Machu Picchu. On dit qu'elle a été construite pour l'empereur Inca Pachacuti, et elle dispose de systèmes d'eau courante et de drainage assez innovants. Une pièce de construction maintenant très connue, Machu Picchu a en fait été découverte seulement en 1911 par un professeur qui errait dans la région escarpée et dangereuse. Mais ce n'est pas surprenant que les Incas aient été capables d'un tel exploit. Des preuves montrent qu'ils avaient un vaste réseau de tunnels traversant directement les montagnes des Andes, utilisés pour transporter des personnes et des biens entre différentes régions de l'Empire. Et bien sûr, leur système routier, qui était essentiel pour maintenir la communication et pour le commerce, utilisait très fréquemment des tunnels qui réduisaient également considérablement leur temps de voyage. Et pourtant, parfois, il y a des travaux souterrains qui s'étendent même sur des régions très diverses qui restent impénétrables à nos yeux modernes. Dans un certain nombre de pays européens, par exemple, il existe un certain nombre de passages dont environ 2000 ont été trouvés, et depuis leur découverte, ils semblent échapper totalement à l'explication. Ils sont appelés Erdstahltunnels, du mot allemand signifiant terre stable ou tunnel minier, et ils sont regroupés en raison de leur forme étroite et ovulaire, de leurs alignements verticaux ou horizontaux, et de certains passages incroyablement étroits, parfois seulement quelques pieds de haut sur quelques pieds de large. Bien qu'ils soient en terre, ils sont indéniablement faits par l'homme, car certains d'entre eux ont des bancs grossièrement façonnés à leur terminus, ou salles de fin, qui ne sont souvent pas beaucoup plus qu'une impasse. Ils présentent également fréquemment des schluffs ou glissements, des trous étroits, qui servent de point de transition entre des portions de passage creusées à des altitudes inférieures et supérieures. Ils sont si claustrophobiques et inconfortables que toute personne qui passerait devrait se contorsionner et se serrer, juste pour passer à la section suivante. Une autre caractéristique très étrange des tunnels Erdstahl, ils n'ont qu'un seul point d'entrée et de sortie, généralement cachés dans de vieux établissements et parfois simplement masqués dans la profondeur de la nature, ce qui rendait la circulation de l'air dans les tunnels pratiquement inexistante. Alors que les historiens pensent que ces tunnels ont probablement été creusés au Moyen-Âge, remontant jusqu'au XIIe siècle, le fait qu'ils aient été simplement taillés dans la terre et sont généralement presque totalement dépourvus d'artefacts rend assez fastidieux de donner une date précise à ces tunnels. Les archives historiques ne sont d'aucune aide non plus, puisqu'il n'existe nulle part de récit relatant leur construction. Si seulement le Moyen-Âge avait eu son propre Hérodote. Les tunnels auraient pu être utilisés à des fins de stockage, mais les passages étroits, qui sont souvent en dessous de la ligne de flottaison, rendent cette hypothèse absurde, car le risque d'inondation en ferait sûrement un mauvais choix pour les objets de valeur. Auraient-ils pu être utilisés comme refuge en temps de guerre ou d'invasion? Cette hypothèse a également été avancée à plusieurs reprises, puisque les entrées sont parfois très bien dissimulées, mais la caractéristique d'une seule entrée des tunnels Erdstahl ferait de ces derniers essentiellement des cercueils de terre, pour quiconque serait pris à se cacher à l'intérieur. Et la capacité d'un ennemi à couper l'approvisionnement en air depuis l'extérieur rend la théorie hautement improbable. Les tunnels, qui sont le plus souvent trouvés en Bavière et en Autriche, peuvent néanmoins être trouvés jusqu'à l'ouest sur les îles britanniques et en France, amenant certains théoriciens à prétendre qu'ils avaient un but spirituel semblable à l'incubation pratiquée par les prêtres d'Apollon dans la Grèce antique, et les cultes fréquentant les grottes de Pan et Cybèle, qui sont venus en Grèce depuis la Perse. Dans le folklore autrichien, les tunnels ont été construits par des gobelins, et certains habitants les décrivent comme des cachettes pour les démons et les esprits sombres. D'autres les décrivent comme des stations de passage pour les défunts. Tout cela semble soutenir davantage l'explication spirituelle. Un problème, cependant, est que lorsque les historiens et les archéologues sont déconcertés par leur découverte, ils ont souvent recours à l'explication religieuse ou spirituelle sans trouver beaucoup de fondement à leurs affirmations, autre que l'incapacité de penser à d'autres objectifs. Néanmoins, certains experts ont comparé les sorties de secours à des canaux de naissance symboliques. L'implication étant que les tunnels auraient pu servir de lieu de renaissance cérémonielle pour les personnes cherchant à se débarrasser de la maladie ou même de la culpabilité. Cela a beaucoup en commun avec les pratiques d'initiation druidique dans lesquelles les initiés étaient emmenés profondément dans des grottes et laissés là pendant des jours,
pour être ensuite récupérés et ramenés à la lumière du jour pour renaître. Mais comme nous l'avons vu à Comet, en Irlande, des milliers d'années avant que les stalles de terre ne soient vraisemblablement construites, les peuples indigènes façonnaient déjà des monticules pour effectuer ce genre d'activités cérémonielles. Des monticules qui possédaient des alignements astronomiques d'une précision extraordinaire. On pourrait alors se demander comment une telle tradition répandue a pu être effacée, ou si elle est restée souterraine pendant des siècles, peut-être à la suite des incursions de l'Empire romain en Gaule et dans les îles britanniques, et des âges sombres où le christianisme a fermement et vigoureusement étendu ses racines. Nous pouvons spéculer autant que nous le voulons, mais tant que d'autres preuves ne seront pas mises en lumière, les Erdstals restent aussi mystérieux que jamais. Avant de nous pencher sur les dernières innovations explosives en matière de guerre des tunnels qui ont émergé à l'ère moderne, il vaut la peine de souligner qu'en termes de conception et de méthode de construction, les soi-disant innovations du monde moderne doivent beaucoup aux innovations révolutionnaires que nous avons vues jusqu'à présent dans le monde ancien. Au cours de la révolution industrielle du XIXe siècle, les anglo-saxons en particulier se sont inspirés des exemples romains de l'Antiquité. Il semble que l'histoire ne suive pas toujours la ligne la plus droite, mais les ingénieurs n'avaient pas tout à fait tort de se tourner vers les exemples romains, car les structures en question ont résisté aux ravages du temps, contrairement à de nombreuses, très nombreuses structures construites depuis. Les ingénieurs, à juste titre, voulaient construire des choses qui rempliraient des usages fonctionnels pendant des milliers d'années. Le seul avantage qu'ils avaient sur les anciens Romains était leur approvisionnement en explosifs qu'ils pouvaient utiliser pour creuser une tranchée plus rapidement. L'un des premiers chemins de fer américains à être construit à l'aide d'explosifs, le tunnel du chemin de fer de la rivière Harlem à New York, a été construit en 1837. Avec de la poudre à canon, il a été dynamité à travers la roche extrêmement dure du nord de Manhattan pour former le tronc de ce qui est maintenant la Metropolitan Transportation Authority et relie l'État de New York au nord avec la gare Grand Central. Au début, c'était la première opération de tramway, tirée par des chevaux au monde. Le tunnel Mount Prospect est toujours en usage constant aujourd'hui, contenant les voies express du Metro North Center sous Park Avenue et de la 92e à la 94e rue. Dans les années 1830 et 1840, les New-Yorkais commençaient à ressentir le besoin de remédier au manque d'eau propre à Manhattan, ce qui a entraîné des incendies incontrôlables, des épidémies de maladies dues à des puits contaminés, et à cause de cela, une série d'épidémies qui ont dévasté la ville. Une épidémie particulièrement virulente en 1832 a mis en évidence les vulnérabilités de la vie dans les villes surpeuplées. À cette époque, l'assainissement était loin d'être la priorité des politiciens, et la science médicale n'avait même pas encore reconnu le rôle des germes dans les maladies. Mais les villes grandissaient beaucoup plus rapidement en population qu'en connaissance de ce qui les rendait sûres pour y vivre et y travailler. Bien que les New-Yorkais de l'époque, qui se sont assis pour concevoir l'aqueduc de Croton, en réponse à ces problèmes croissants, ne l'ayant peut-être pas su, c'était un problème qui avait affecté les dirigeants et les ingénieurs depuis au moins les anciens Assyriens et Sumériens de Mésopotamie, et les Perses de l'ancien Iran aussi. Mais ce que ces citoyens soucieux du public savaient, c'était le concept du passage voûté souterrain, donc l'aqueduc qu'ils ont construit pour acheminer l'eau du comté de Westchester à Manhattan, a été conçu tout comme l'ancienne cloaca Maxima romaine, ainsi que le Cryptoporticus, avec 7,5, 2,7 mètres. 2 ans plus tard, le passage voûté souterrain est revenu encore une fois, pour répondre aux besoins d'une ville, rencontrant rapidement des problèmes de circulation des véhicules et des piétons, de conflits et de retards. Pour faire le saut technologique de l'ancien Cryptoporticus au métro urbain moderne, les constructeurs du tunnel de l'Atlantic Avenue, dans la ville de Brooklyn, utilisant la méthode de coupe et de couverture, des outils manuels et d'autres équipements relativement peu sophistiqués, ont mis 7 mois pour créer la première voie de métro officielle de transport dans le monde, longue d'1,5 miles. Ils ont construit le tunnel spécifiquement pour atteindre ce qu'on appelle la séparation de niveau, pour le Long Island Railroad, dont les trains n'ont pas la capacité de freinage pour fonctionner dans les rues de la ville. La séparation de niveau est le concept en génie civil d'aligner les jonctions de 2 ou plusieurs axes de transport de surface à des hauteurs différentes, de sorte que le trafic puisse circuler sans interruption sur les différentes routes de transit lorsqu'elles se croisent. Cela peut sembler assez simple pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, c'était révolutionnaire, même s'il n'y avait techniquement pas grand-chose de vraiment nouveau. Revenons maintenant au monde moderne, toujours rempli de guerres, d'insurrection et de résistance. Nous verrons comment les utilisations souterraines ont changé à certains égards, et à d'autres, comment elles ne diffèrent en rien du passé. L'image, comme cela a toujours été le cas avec les tunnels souterrains, est assez compliquée. Commençons en 1853 avec la construction du tunnel de 1127 mètres,
carré sous Napoli, la Galleria Borbonica. Il a été construit par le dirigeant bourbon Ferdinand II, qui craignait une révolution des Napolitains et a donc commandé la construction d'un passage souterrain suffisamment grand pour que les troupes et les chevaux puissent en passer sans entrave et aussi rapidement que possible du palais royal à la caserne militaire. Alors que le tunnel a été utilisé à nouveau dans les années 1930 pour stocker des véhicules saisis et de contrebande pour lesquels la ville notoirement densément peuplée n'avait pas d'espace, puis à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale comme abri anti-aérien pour de nombreux Napolitains. Cela a finalement été scellé dans les années 1950 et oublié pendant plus de 50 ans. Ce n'est qu'en 2012, lorsqu'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 90 ans, qui se souvenait s'être caché là-bas pendant la guerre, qui a conduit un géologue napolitain là-bas, que la Galleria Borbonica a finalement été redécouverte. Il a fallu 3 ans pour fouiller tout ce qui devait être trouvé là-bas, dans les anciens passages, à 150 mètres sous la Piazza del Plebiscito. Toutes sortes d'artefacts allant des voitures anciennes aux reliques de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors que la Galleria Borbonica n'a jamais rempli son objectif initial, certains tunnels de l'ère industrielle qui l'ont fait n'ont jamais pu être revus. Pendant le siège de Petersburg en juillet 1864, juste à la fin de la guerre civile américaine, le régiment de l'Union de la 48e Infanterie de Pennsylvanie, dont beaucoup étaient pour des mineurs expérimentés des régions de charbon anthracite de Pennsylvanie, a passé 1 mois à creuser un tunnel horizontal de 152 mètres vers et sous les lignes et fortifications confédérées, puis 2 tunnels latéraux où dérives de 22,9 mètres, chacun le long des lignes ennemies. Ils ont ensuite rempli ces dérives de 4 et le 30 juillet à 5 heures du matin, ils ont fait exploser la batterie confédérée ainsi que tout le régiment d'infanterie, créant un cratère de 51,8 mètres de long, 80 de large et 30 de profondeur, et pour reprendre les mots d'un soldat du Sud, envoyant plusieurs centaines de yards de terrassement et d'hommes et de canons, littéralement projetés à une centaine de pieds dans les airs. Mais les troupes de l'Union qui devaient suivre l'attaque surprise ont plutôt couru droit devant, dans le cratère, et ce sont les confédérés qui ont plutôt aligné ses côtés et déversé des tirs sur les soldats impuissants et piégés, conduisant finalement à une victoire confédérée. Le commandement de l'Union a été assez embarrassé par cette défaite, qui en était venue à être appelée la bataille du cratère. Comme l'a écrit Grant dans ses mémoires personnelles, l'effort a été un échec stupéfiant et a effectivement mis fin à la carrière militaire du général Ambrose Burnside, qui a remis sa démission en avril de l'année suivante. Malgré que ce soit peut-être la pire tentative de cette tactique, ce n'est pas la plus récente proposée. Pendant la célèbre bataille de la Somme de la Première Guerre mondiale, des sapeurs français, dont certains pourraient avoir traversé le complexe souterrain de Naars en chemin, ont creusé 22 tunnels en 18 mois sous les tranchées allemandes à Messine avec Schäterich. Bien que les Allemands aient découvert l'un des tunnels, les sapeurs avaient bien fait leur travail, et les 21 puits restants ont été remplis de 450 tonnes de trinitrotoluène. La veille de la détonation, le major général britannique Charles Harrington a dit à son personnel « Messieurs, nous ne ferons peut-être pas l'histoire demain, mais nous changerons certainement la géographie. » Et il avait raison. L'explosion a soufflé toute la crête de la crête, alors qu'elle pulvérisait 10 000 soldats allemands. C'était si énorme que le Premier ministre britannique de l'époque, David Lloyd George, avait entendu l'explosion depuis le Dix Downing Street à Londres. Et bien que ce soit clairement l'utilisation la plus dramatique de la guerre des tunnels pendant la Première Guerre mondiale, c'était une tactique couramment utilisée, puisque la guerre des tranchées formait une partie si intégrale de la stratégie des deux côtés. La Première Guerre mondiale avait rendu les armées permanentes beaucoup plus vulnérables grâce à des innovations comme les chars terrestres, l'artillerie capable de tirer des obus à haute explosion, et les avions et les armées nationales, ayant besoin de nouvelles façons de faire face à ces problèmes, ont eu recours à une vieille tactique. Ils sont allés sous terre. Les Français ont dépensé 9 milliards de dollars pour construire une série de tunnels de 450 km reliés à une voie ferrée diesel pour transporter en toute sécurité les soldats, les fournitures et les munitions le long des fronts. Elle était appelée la ligne Maginot, et bien que techniquement c'était une construction assez astucieuse, les Français étaient bien en retard sur leur propre époque en l'utilisant. Et lorsque les Allemands ont déployé des raids aériens dans leur désormais célèbre tactique de Blitzkrieg, les défenses françaises étaient inutiles, perdant presque la guerre avant que les milliers de soldats gardés sous terre ne puissent tirer un seul coup de feu. En 1941, lorsque le Blitzkrieg avait ravagé les fronts de bataille occidentaux et profondément bouleversé le monde, les Américains expérimentaient des tunnels aux Philippines, sur l'île de Corregidor dans la baie de Manille. Ils ont construit un tunnel de 253 mètres large de 7 mètres et haut de 5 mètres pour alimenter en munitions et en fournitures un complexe de positions d'artillerie taillé dans la roche solide. Il y avait aussi 24 tunnels latéraux,
utilisé pour le stockage dans les quartiers des troupes. C'était le tunnel où le général américain Douglas MacArthur et son état-major, ainsi que le président philippin Manuel Quezon, ont trouvé refuge lors de l'invasion japonaise de l'île de Luzon en décembre 1941. Malheureusement, comme la ligne Maginot juste avant, le tunnel Malinta, comme on l'appelait, s'est avéré être plus un piège qu'une forteresse. Il était isolé et inutile dans le nouvel environnement de la guerre mobile qui a défini la Seconde Guerre mondiale. Tout comme la ligne Maginot, ces deux sites sont aujourd'hui des attractions touristiques qui, plus que de montrer les réalisations techniques et l'ingéniosité en ingénierie des leaders militaires de l'époque, symbolisent moins la folie militaire et le retard. Certains travaux de tunnelisation durant la Seconde Guerre mondiale ont été quelque peu efficaces. Les Japonais avaient fait face à d'énormes efforts de tunnelisation de la part des Chinois au début de la guerre sino-japonaise, en 1937 et 1938, qui autour du village de Ranzhuang, dans la province du Hebei, avaient créé 9 miles de tunnels entre les maisons des villages, et les avaient reliés à des trousses de renards sur le champ de bataille, où les soldats chinois pouvaient insurger et tendre une embuscade japonaise par l'arrière. Leurs entrées et sorties de tunnels étaient astucieusement dissimulées dans des maisons et des puits, rendant leurs efforts de guérilla très efficaces au début. Face à la compréhension des Japonais qui ont commencé à inonder les tunnels avec de l'eau et du gaz toxique, les Chinois ont employé des tactiques sophistiquées pour garder l'avantage. Ils ont installé des systèmes de filtration qui évacuaient l'eau et le gaz et ont prolongé leur guerre du chat et de la souris avec les Japonais, si seulement les Romains avaient eu accès à une telle technologie dans leur lutte contre les Perses et les Grecs. Les Japonais ont utilisé cette technique avancée contre les Marines au fur et à mesure de la progression de la Seconde Guerre mondiale, reliant des bunkers et des emplacements cachés en un réseau complexe de tunnels, d'abord sur l'île de Peleliu, puis sur Iwo Jima, où ils ont transformé une montagne entière, le mont Suribachi, en un véritable nid d'abeilles de tunnels et de bunkers revêtus de béton, avec plusieurs sorties de sorte que les Marines, attaquant une extrémité des tunnels, se retrouvaient soudainement attaqués par l'arrière. Pour les Américains, déloger les Japonais des tunnels était un travail mortel et macabre. Les Marines américains, ne pouvant utiliser de gaz toxique selon leurs règles d'engagement, ont dû recourir à des grenades à main, des lance-flammes et des charges explosives. Sur Peleliu, les Américains ont subi 2 fois plus de pertes, principalement à cause des tunnels, que les Marines qui combattaient à proximité sur Tarawa. Quant à ceux d'Iwo Jima, ils étaient encore en train de dégager les tunnels 2 mois après que l'île était tombée sous le contrôle américain. Cela marque, en un sens, le début de l'héritage long du XXe siècle de la guerre asymétrique, dont nous allons parler dans une minute. En infligeant autant de pertes que possible, les Japonais ont rendu le chemin américain vers la victoire aussi lent, douloureux et coûteux que possible, et ont aidé à dissuader une invasion à grande échelle des îles natales du Japon. Mais à la fin, les Américains ont eu recours à une tactique qui mettrait rapidement fin à la guerre et inaugurerait une nouvelle ère de préoccupation souterraine, la bombe atomique. Avec l'ouverture dramatique de l'ère nucléaire, les grandes puissances du monde entier se sont précipitées pour concevoir de nouveaux moyens de protéger les chaînes de commandement et les pouvoirs d'urgence politique. Les militaires ont dû creuser encore plus profondément sous terre pour se protéger des attaques nucléaires. Les États-Unis ont construit des abris antinucléaires dans tout le pays, dont l'un était un réseau de tunnels de 5 acres enterré à plus d'1 mile dans le granit solide de Cheyenne Mountain, Colorado, qui abrite aujourd'hui le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, et à 36,6 mètres sous la Maison-Blanche. Le centre d'opération d'urgence présidentielle a été construit, bien que, à ce jour, aucun des deux n'ait été mis à l'épreuve réelle. Au Royaume-Uni, un complexe souterrain de 35 acres a été construit à 30 mètres sous le village de Corsham à partir d'une série de tunnels existants et de carrières de pierre pour que les principaux membres du gouvernement britannique puissent s'y réfugier en cas d'alerte de frappe nucléaire. Il est aujourd'hui connu comme le bunker de Burlington. Moins de 10 ans plus tard, les Chinois ont opté pour la même mesure de sécurité, mais ont ajouté un peu de panache à leur travail. Appelé le Dixiachang, ou la cité souterraine de Pékin, le site creusé à la main est supposément capable d'abriter 1 million de personnes pendant jusqu'à 4 mois. Il se compose de salles et de tunnels résistants aux retombées nucléaires qui s'étendent sous terre, sur une superficie de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, avec certains passages suffisamment grands pour permettre le passage de chars et certains espaces destinés à préserver le fonctionnement social également, comme des écoles, des hôpitaux, des greniers, des restaurants et même une patinoire, et un cinéma de 1000 places. Aujourd'hui, ces tunnels en décomposition existent toujours et n'ont jamais été réellement utilisés. Il n'est pas surprenant que les Chinois aient entrepris une entreprise souterraine de cette envergure, compte tenu déjà des tactiques qu'ils avaient utilisées pendant la Seconde Guerre sino-japonaise. Mais ce n'était pas tout.
Lors de la guerre de Corée du début des années 1950, les forces nord-coréennes et chinoises ont révolutionné à la fois l'échelle et la sophistication de la guerre souterraine afin d'éviter la puissance aérienne américaine. Ils ont construit des fortifications souterraines si vastes que pour chaque mile de front militaire en surface, il y avait 2 miles de tunnels souterrains, ce qui représentait plus de 300 miles de tunnels. Ces tunnels ont été construits principalement par des prisonniers qui ont extrait plus de 70 millions de pieds cubes de roches pour faire de la place aux structures destinées à abriter et à cacher des dizaines de milliers de soldats, ainsi que des fournitures et même des batteries d'artillerie entières qui pouvaient rapidement être sorties des montagnes et des collines pour tirer sur la Corée du Sud ou les forces de l'Organisation des Nations Unies pour être ensuite rapidement rentrées. Comme vous pouvez le voir, les communistes du XXe siècle se sont aidés mutuellement de toutes les manières possibles, de la main-d'œuvre pure et simple aux pistes tactiques et stratégiques. Il est donc tout à fait naturel que le creusement de tunnels ait été utilisé par les combattants communistes Viet Cong pendant la guerre du Vietnam. Mais bien que les tunnels du Viet Cong n'étaient nulle part aussi massifs que la version nord-coréenne, ils étaient tout aussi mortels et difficiles à gérer, et ont permis à la guerre de guérilla de se poursuivre pendant des années contre des ennemis bien plus nombreux et puissants. Les tunnels de Cu Chi, près de Saigon, étaient le plus grand complexe souterrain utilisé pendant la guerre, et ils ont commencé pendant l'insurrection communiste du Vietnam contre l'armée coloniale française dans les années 1950. Les tunnels, s'étendant sur près de 320 km vers la frontière cambodgienne, abritaient des entrepôts de munitions, des casernes, des ateliers, des cuisines, des hôpitaux et même des théâtres pour la propagande, tout étant sous terre. Au début, l'armée américaine n'avait aucune idée de tout cela. En 1966, ils ont construit un camp de base de 600 hectares, abritant 4500 soldats, directement au-dessus des tunnels de Sushi. Assez rapidement, des guérilleros vêtus de noir ont commencé à organiser des attaques sur la base, surgissant sous le manteau de la nuit pour faire exploser des avions et voler des armes et d'autres équipements, y compris même un char à un moment donné. Alors les Américains ont déclaré Sushi zone de tir libre et ont pilonné la surface au-dessus des tunnels avec de l'artillerie, des bombes et du napalm. Mais cela n'a eu aucun effet sur les guérilleros, qui ont simplement attendu la fin du bombardement et se sont préparés à frapper à nouveau. Et selon un historien, cela est allé encore plus loin que cela. On prétend que les tunnels ont rendu si facile l'infiltration de l'armée américaine qu'à un moment donné, tous les 13 coiffeurs de la base étaient des membres du Viet Cong. Finalement, un ingénieur australien a révélé à l'armée américaine que les tunnels sous la base étaient bien plus étendus qu'ils ne l'avaient imaginé auparavant, et les Américains ont réalisé qu'ils devaient changer leur stratégie pour rester à flot dans la guerre. C'est ainsi que la légende des Tunnel Rats a commencé. Les Tunnel Rats, combattants intrépides et redoutables, étaient un mélange d'Australiens, d'Américains et de Néo-Zélandais qui s'introduisaient réellement dans les tunnels par des trous à peine 2 pieds de large, les mêmes que les sorties des tunnels d'Erzal, armés généralement de rien de plus qu'un petit pistolet, quelques grenades et une lampe de poche. Ce qu'ils ont trouvé et combattu était le cauchemar de tout soldat. C'était un vaste labyrinthe de tunnels de communication menant à plusieurs grottes et cavernes construites sur 4 niveaux différents. Et celles-ci étaient remplies de pièges, de serpents, de scorpions, de hordes de chauves-souris et de féroces combattants du Viet Cong. Dans ces conditions exiguës et totalement obscures, ils ont tenté de nettoyer le complexe de Cu Chi de l'intérieur, tandis que les bombardiers B-52 américains pilonnèrent les tunnels depuis le ciel dans le but de les faire s'effondrer. L'opération Chi a entraîné la mort d'environ 12 000 combattants du Viet Cong. Bien que réussie, la sécurisation du complexe de tunnels n'a débuté qu'au moment du retrait américain de la guerre. À ce jour, les Vietnamiens honorent les rats des tunnels comme l'ennemi le plus coriace et le plus mortel qu'ils aient jamais affronté. Non seulement les tunnels de Cu Chi existent toujours aujourd'hui, mais ils ont en fait été réactivés par les Vietnamiens en 1978 lors de l'invasion chinoise. Et à la même période que l'invasion chinoise, les Nord-Coréens ont repris leurs efforts de creusement de tunnels une fois de plus. Les dirigeants de Pyongyang semblaient avoir développé une certaine prédilection pour les tunnels. Et pour préparer une autre invasion de la Corée du Sud, ils ont conçu des complexes de tunnels qui s'étendaient en dessous et à travers la zone démilitarisée entre les deux pays qui avait été créée à la fin de la 1953 et qui était destinée à servir de tampon entre les deux pays pour empêcher un nouveau conflit. De 1974 à 1990, les autorités sud-coréennes ont découvert 4 énormes tunnels venant de Corée du Nord sous la frontière. Chaque tunnel était à plus de 300 pieds sous terre, mesurant chacun 2 mètres de haut et 2 de large suffisamment grands pour que 3 soldats nord-coréens puissent y marcher côte à côte. En d'autres termes, assez grand pour qu'une division complète de troupes nord-coréennes, soit environ 10 000 soldats, puisse y passer chaque heure. Cela a naturellement alarmé les Sud-Coréens,
qui ont découvert qu'un tunnel débouchait à seulement 30 miles de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Bien que les Sud-Coréens aient fermé les tunnels au fur et à mesure de leur découverte et aient trouvé le dernier en 1991, on se demande combien de ces tunnels pourraient de rester inconnus, ou jusqu'où les Nord-Coréens auraient pu aller pour rester souterrains, indétectés et prêts à frapper. C'est le paysage de la guerre aujourd'hui, avec le complexe de tunnels souterrains étant une méthode particulièrement populaire pour les États voyous et les mouvements insurgés tels qu'Al-Qaïda, et plus récemment, État islamique en Irak et en Syrie. On sait que le dernier refuge et bastion d'Al-Qaïda en Afghanistan était un complexe de grottes et de tunnels à Tora Bora, et que les combattants de l'État islamique en Irak et en Syrie ont creusé d'énormes réseaux de tunnels sous les villes et traversé les frontières dans le cadre de leur guerre asymétrique menée contre les forces armées conventionnelles. Leurs systèmes de tunnels leur ont permis de se déplacer furtivement, de frapper rapidement et d'échapper à la capture, tout comme le Viet Cong a pu le faire, et les tribus germaniques contre les Romains il y a longtemps. Pendant la bataille de Mossoul en 2016-17, les troupes irakiennes et les forces peshmergas kurdes ont découvert que la route menant à la ville avait été complètement criblée de tunnels, dont beaucoup étaient les piégés, et la ville de Mossoul avait sous elle un vaste réseau de tunnels et de bunkers que les combattants rebelles utilisaient pour se replier, contrôler les drones pour la collecte d'informations et identifier l'emplacement des troupes ennemies sans risque de détection étrangère. À Falloujah, une situation similaire a été mise en évidence, avec les combattants de l'État islamique en Irak et en Syrie utilisant de nouveau des tunnels pour échapper aux drones de surveillance ennemis, aux tirs d'artillerie et aux frappes aériennes américaines. Pour empêcher les drones et les satellites de collecter les données sur leurs fouilles, les combattants cachèrent la terre qu'ils avaient expertée dans des maisons voisines, et les tunnels étaient loin d'être primitifs dans leur construction et leur finition. Plusieurs étaient illuminés par des lumières électriques, avec des dortoirs, du papier peint à fleurs et des cuisines aménagées. Le colonel Falah al-Obadaï a bien résumé la situation quand il a dit « C'est comme si nous menions deux guerres dans deux villes. Il y a la guerre dans les rues, et il y a toute une ville souterraine où ils se cachent. Il est dur de voir une zone comme libérée, car même si nous contrôlons la surface, l'État islamique en Irak et en Syrie peut surgir du sous-sol. Comme nous l'ont montré la guerre du Vietnam et des exemples plus récents de guerres asymétriques, ce nouveau style de faire la guerre peut conduire à des conflits sans fin et nécessite des réponses novatrices et des solutions plus directes que l'utilisation de la force et de la guerre. Il est ironique que la région dans laquelle l'État islamique en Irak et en Syrie Al-Qaïda et maintenant le Hamas utilisent donc pour la guerre souterraine soit aussi la première région dans laquelle de tels moyens de guerre ont été utilisés. Mais avec cette ironie vient aussi une amertume et un sentiment de perte, car c'est aussi la région où la civilisation humaine est connue pour avoir commencé à prospérer, grâce au précieux héritage qui a été découvert depuis. Mossoul a été presque entièrement rasée lors de la terrible bataille qui a eu lieu en 2016 et l'ancienne ville voisine, dont nous avons déjà parlé dans cette vidéo, la deuxième capitale de l'Empire assyrien, Nimrud, est en ruine. Lorsque l'État islamique en Irak et en Syrie a envahi Mossoul en 2014, certains habitants de la ville les ont suppliés de laisser l'histoire profonde de l'Irak tranquille, mais leurs supplications sont restées sans réponse. Des vidéos ont montré des combattants démolissant des sculptures et des gravures sur pierre inestimables, utilisant des bulldozers, des marteaux-piqueurs et des outils électriques. Ce qu'ils n'ont pas détruit avec des explosifs, comme si ce n'était déjà pas assez, ils l'ont démoli à la main. Selon certains experts, 60% des fouilles à Nimrud ont maintenant disparu, détruites et non documentées. L'entrée en arc du célèbre palais du nord-ouest assyrien est la seule chose qui reste, entourée d'un tas de décombres. Pendant près de 2 siècles, les archéologues ont fait tout leur possible pour tirer des leçons de notre lointain passé du site. Et maintenant, il reste peu de choses à examiner. Et certaines des sculptures colossales, les plus célèbres qui ont résisté à l'épreuve du temps, sont maintenant démolies. Aujourd'hui, on estime qu'un réseau de tunnels de 300 miles de long, contrôlé par le Hamas, s'étend sous une grande partie de Gaza. Beaucoup de ces tunnels sont renforcés de béton, équipés d'électricité et de communication, ont des réserves de nourriture et d'eau, et sont assez grands pour accueillir de petits rassemblements de personnes et permettre le passage de véhicules. Certains experts militaires israéliens ont affirmé qu'à quelques endroits, les complexes descendent en jusqu'à 61 mètres de profondeur. Il semble que ce réseau, bien qu'il repose probablement sur des tunnels préexistants, est massivement augmenté à partir du début des années 2000, lorsque le Hamas a décidé que son utilisation pouvait être perfectionnée. Dès 2001, les insurgés ont utilisé le système de tunnels en expansion pour faire exploser une bombe sous le poste militaire israélien. En 2006, le même système a été utilisé pour l'enlèvement d'un soldat israélien, qui est resté captif pendant 5 ans. En 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle de Gaza, la construction de tunnels semble s'être rapidement développée et est devenue intégrale à la stratégie du groupe pour saper Israël. Sous terre, ils pouvaient secrètement stocker des armes, entraîner des combattants
héberger des centres de contrôle et détenir des prisonniers. Mais ce n'est pas tout. En 2014, l'utilisation des tunnels a été étendue pour inclure la possibilité de pénétrer les frontières israéliennes et d'attaquer les postes de contrôle frontaliers. Les tunnels peuvent également servir de boucliers humains, car, selon les responsables israéliens, les principaux centres de contrôle sont situés sous l'hôpital Al-Shifa, à Gaza, ce qui en fait une mauvaise décision politique de l'éliminer depuis le dessus pour des raisons évidentes. Les responsables affirment également que le Hamas utilise des tunnels sous les écoles, les hôpitaux et les mosquées pour servir de cachette. Les autorités égyptiennes et israéliennes ont passé des années à essayer de bloquer les tunnels, car pour les premières, le flux transfrontalier de militants et de biens illégaux pose un problème de sécurité. Et pour les dernières, le système de tunnels lui-même représentait une menace significative pour sa sécurité interne. Mais au-delà du domaine de la spéculation, le système de tunnels du Hamas est appelé par certains le métro de Gaza, pour une raison assez évidente. Il passe sous l'une des zones les plus densément peuplées de la Terre. Il s'ensuit que toute tentative de détruire, d'entrer ou de démanteler les tunnels conduira nécessairement à la démolition de sites civils et d'autres infrastructures de surface, sans parler des populations civiles elles-mêmes. Israël va-t-il s'engager dans le contre-tunneling ? Vont-ils inonder les tunnels, risquant l'effondrement des infrastructures civiles à Gaza ? Ou cette guerre, comme tant d'autres, où les tunnels ont été utilisés, va-t-elle continuer indéfiniment, sans fin en vue ? Seul le temps révélera les réponses à ces questions. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, au moins, c'est que tant que les humains seront là pour résister et qu'il y aura de la terre solide sous nos pieds pour nous soutenir, le sabotage, accompagné de grandes innovations, des percées, seront toujours possibles. C'est l'une des possibilités les plus basiques d'être gaspillé, exploité ou utilisé contre vous dans notre longue, ou peut-être assez courte, histoire humaine.